Voilà, alors le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet des plus porteurs, puisqu'il s'agit du vivre ensemble. En fait, la conférence que je fais aujourd'hui est la troisième sur le sujet, et les deux précédentes étaient consacrées à deux points clés du vivre ensemble, à savoir la démocratie pour la première conférence et la laïcité pour la deuxième conférence, donc des questions vraiment cruciales. Vous savez que de mon côté, les conférences sont filmées, et donc elles sont en ligne sur ma chaîne YouTube, où j'ai vraiment fait preuve de beaucoup d'originalité pour le nom, puisque je l'ai nommé après moi. Donc elle s'appelle Lucie Bertrand Lutero, donc c'est pas super difficile à trouver. Donc si ces sujets vous intéressent sur le vivre ensemble, n'hésitez pas à vous y référer. En fait, je fais ça justement pour pouvoir ajouter des pierres à l'édifice à chaque fois que je propose un point de vue. Et donc, en fait, puisque dans les dernières conférences, j'ai abordé la dimension institutionnelle du vivre ensemble, c'est-à-dire ce qui vient d'en haut, la démocratie, les piliers démocratiques, comment organiser un vivre ensemble démocratique, la question de l'expression des uns et des autres, la laïcité évidemment qui est au centre du vivre ensemble. Vous savez que c'est débattu au moins depuis la commission Stasi, au moins depuis que Nicolas Sarkozy a fait ce qu'il a fait en tant que ministre de l'Intérieur, et c'était pas toujours des choses avec lesquelles j'étais en harmonie. Voilà. Donc il y a ces deux dimensions-là, donc qui sont plus d'en haut, institutionnelles. Et en fait, j'aborde aujourd'hui la question qui m'intéresse le plus et qui est jusqu'à quel point la réflexion sur l'individu a-t-il un rôle à jouer sur l'amélioration du vivre ensemble, à savoir, est-ce qu'en essayant de cultiver une forme d'harmonie intérieure, d'accord avec soi-même, etc., est-ce que finalement ça va créer un hyper-individualisme comme on en voit aujourd'hui, hein, il y a l'hyper-individualisme frénétique qui cause beaucoup de dommages au vivre ensemble, ou est-ce qu'il n'y a pas une autre voie que j'ai rencontrée dans plusieurs ouvrages dont je vais vous parler, qui serait que plus on cultive l'harmonie à l'échelle individuelle, plus, paradoxalement, par rapport à ce que je viens de vous dire, il y aurait d'harmonie entre les êtres entre eux. C'est-à-dire que finalement, la question que je pose, c'est l'individualisme serait-il un humanisme? Alors évidemment, je le dis de manière très polémique, il y a un individualisme qui n'est pas du tout humaniste, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a des individualistes effrénés qui en ont rien à foutre de leur prochain et qui vivent voilà, comme à l'état sauvage pour ce qui est de l'appropriation des biens. Donc je parle évidemment pas de ça, mais est-ce qu'il y a une forme d'individualisme, un retournement de l'individualisme, si on le prend différemment, qui tendrait vers un humanisme? Et évidemment, ça pose plein de questions. Est-ce que cette idée d'un vivre ensemble qui serait fondée sur la cellule initiale harmonieuse qui se dupliquerait, est-ce que ça conduirait à une forme d'égoïsme? Je pense qu'à moi, je cherche ce qui, moi, me satisfait, peut-être au détriment des autres. Et évidemment, il faudra réfléchir à la phrase que vous connaissez sans doute tous, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et en fait, je vais essayer pourquoi pas de vous convaincre qu'il y a une autre vision des choses qui est possible et que peut-être que la liberté des uns est cumulative et rencontre la liberté des autres. Alors c'est sous un angle de vue, hein, tout ça, et il faut se placer à d'autres niveaux que ceux auxquels on a l'habitude de se placer et qui rendent ces aphorismes justes, évidemment. Donc on va essayer de voir ça. Et la deuxième question que ça pose, donc la première question c'est la question de l'égoïsme, et la deuxième question c'est la question de la diffusion. Si on considère que voilà, on va finalement faire comme à la fin de Candide, hein, cultiver son jardin harmonieusement, heureuse et cachée, est-ce qu'on peut considérer que c'est conciliable avec un vivre ensemble? Et dans ce cas-là, si on cultive justement l'harmonie personnelle, comment est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la vie des autres? Alors que justement, on serait on passerait pas par une médiation, une espèce de propagande, on va dire, qui dirait voilà, mes moyens sont bons, ils vont pouvoir peut-être vous toucher, allez-y aussi. Si on fait pas ça, comment pourrait se diffuser cette espèce d'harmonie locale pour devenir une harmonie plus large et créer un espèce de vivre ensemble harmonieux? Évidemment, là encore, si je pose la question, c'est que la question se pose, parce que je suis quelqu'un d'une grande logique. Donc, c'est que, effectivement, je me suis vraiment posé la question moi-même. C'est-à-dire, en fait, vous allez voir, je fais référence à... j'étudie de manière critique, je fais une analyse critique
des grands mouvements, genre self-development, etc. Et j'essaie de voir si dedans, il y a des choses qui peuvent être reproduites et assimilées, finalement un petit peu débarrassées de leur part, un petit peu vendeuses, attrayantes, simplifiantes, facilitées, pour voir s'il y a quelques mécanismes qu'on peut prendre et crédibiliser et adapter. Donc ce sera tout l'objet de mon travail ici. En gros, est-ce qu'on peut envisager une société harmonieuse fondée sur le soin de l'harmonie individuelle? Et donc on va aller dans des endroits assez étonnants, puisque je vais me poser la question d'une forme de vivre ensemble que j'appellerais un vivre ensemble chamanique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc évidemment, je prends les termes à ces domaines dont j'ai parlé. Et donc en fait, vous savez que tout à l'heure, on parlera de permaculture de l'être. Donc c'est des idées qui me sont venues parce que, en fait, le chamanisme, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent plus ou moins bien. En tout cas, vous savez que le fait d'aller consulter un chaman, c'est parce que l'idée vient que le mal-être, voire la maladie, en tout cas les dysfonctionnements ou les heurts entre individus, procèdent d'un décalage entre nous et l'élément dans lequel nous sommes. Donc on aurait à un moment quitté notre place, celle qui génère de l'harmonie, et on serait à la base d'un dysfonctionnement. Et le chaman, celui qui est censé vous remettre, alors vous voyez toute l'ambiguïté, à votre place. Alors vous voyez tout le bagage occidental qu'on a derrière, remettre à sa place pour nous c'est hyper limitatif, ça veut dire on te met là et tu n'en bouges pas. Et dans la perspective chamanique, c'est le respect d'un ordre du monde qui nous dépasse et avec lequel on doit être en harmonie. Et c'est un petit peu tout l'objet de cette discussion. Est-ce qu'à partir du moment où on considère qu'il y a qu'on a une place dans le monde, alors on trahit l'esprit des Lumières, on serait limité à notre lieu, notre moment, notre climat, pour ne pas embêter les uns, ne pas contrarier les autres, et ce dans une perspective quasi mystique? Ou est-ce que il y a une possibilité de penser à un ordre d'un autre ordre? Donc vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et je pense qu'il ne faut pas attendre plus, parce que comme j'ai balancé un vivre ensemble chamanique, je pense qu'il faut avancer, parce que sinon on va rester sur une impression étrange. Voilà. Alors, je commencerai par l'expérience de Washington. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette expérience de Washington, qui a fait beaucoup parler d'elle en 1994. En fait, Washington était à l'époque considéré par les médias et les journaux comme capitale du crime. Donc, il y avait un taux de criminalité extrêmement haut. Et c'était aussi l'époque où il y avait de grands mouvements, notamment la méditation transcendantale avec le Maharishi Mahesh Yogi, des choses comme ça, qui essayaient de donner à la méditation une caution scientifique. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des tentatives, il y avait des observateurs scientifiques, des gens qui observaient que les choses ne soient pas faites dans des conditions folles et que les résultats ne soient pas faux. Et ils avaient lancé une expérience de grande ampleur en 1994 pendant l'été, donc sur à peu près 2 mois, un petit peu moins de 2 mois. Et l'idée, c'était de rassembler des yogis, c'est-à-dire des gens qui pratiquaient la méditation à très haute dose, j'allais dire, mais je veux dire à très haut niveau. Donc, des gens qui pratiquaient la méditation à très haut niveau et à très haute dose, et de les rassembler dans un même lieu avec des plages de méditation collective, le but, c'était de voir si ça avait un impact sur l'environnement immédiat. Donc, les yogis se placent tous à un endroit. Ça a fluctué, c'est-à-dire que c'était un mouvement de relais, comme des troupes, on renouvelle les troupes. Donc, il y a ceux qui sont restés toute la durée, d'autres qui sont arrivés plus tard. Quoi qu'il en soit, ils ont sans cesse été entre 800 et 4000. Et au moment où ils étaient 4000, donc je rajoute qu'ils étaient sous la surveillance de 24 personnes, donc des forces de l'ordre, des scientifiques pour veiller, il y a un bruit étrange, au déroulement des choses, enfin, est-ce que tout soit fait, est-ce que les résultats ne soient pas n'importe lesquels, et des journalistes pour rendre compte de l'événement qui avait lieu. Et il se trouve que au moment où il y avait 4000 méditants ensemble, le taux de criminalité de la ville de Washington a été réduit de 23%. C'est-à-dire qu'il a été réduit, si vous voulez, entre 10 et 23% pendant toute la période. Et si vous voulez, il y a eu un moment où sur la durée, c'était... ça semblait... parce que j'y étais pas, donc je peux que vous dire qu'il y a des scientifiques qui ont cautionné. Je peux pas vous dire que moi je cautionne. Voilà, j'y étais pas. Je fais pas partie des scientifiques qui ont tout vérifié.
Quoi qu'il en soit, ça interpelle. Voilà, 4000 méditants ensemble, et sur une période, une chute de la violence de 23%. Alors on pourrait dire, oui mais c'est l'été, les gens sont plus calmes, etc., etc. Mais en fait, évidemment, si je vous dis ça, si ça m'a interpellée, c'est que tout a été fait en comparaison des chiffres sur la même période, etc. C'est justement ça l'intérêt d'avoir quelques scientifiques dans la masse d'observateurs, c'est d'éviter que des gens disent « Ah, on a trouvé la formule miracle, c'est magique, mettez-vous tous à méditer », et que ça ait un petit peu plus de portée. Alors la question que pose cette expérience, c'est est-ce qu'il y aurait, alors attention, je vais utiliser des gros mots, des énergies de paix qui pourraient compléter finalement le travail des forces de l'ordre. C'est-à-dire, est-ce que nous, on vit dans un paradigme où l'idée, c'est que s'il y a de la violence, il faut une institution qui crée des postes de surveillance pour empêcher que ça dégénère entre les hommes. La question, vous voyez ici, ce serait de prendre le contre-pied en se demandant si il n'y aurait pas une autre solution qui est de générer autre chose collectivement. Voilà. Et qui aurait un impact, vous voyez ici, c'est pas les yogis qui ont dit « Oui, calmez-vous, on est là, pendant qu'on est là, vous bastonnez pas ». Non, ils se sont mis à un endroit, il y a eu un impact, donc sans que ça sorte des murs sur les gens qui étaient concernés par la violence. Donc voilà le premier point que je voulais aborder. Le deuxième exemple, toujours dans le même sens, qui m'a interpellée, c'est l'histoire de Gandhi et du serpent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, parce que Gandhi, en fait, il a été complètement transformé par le prisme occidental. Et en fait, les Occidentaux, enfin le monde occidental l'a admis. Dans genre, voilà, la non-violence, tu mets des gars qui font une manifestation, ils s'assoient, ils sont pas violents. Du coup, les mecs qui tapent dessus, ils ont des réticences à taper sur des gens qui sont pas en train de manifester des actes de violence. Bon. Ça, c'est la transformation occidentale. Et si vous regardez un petit peu Gandhi, certains ont déjà des images de son ashram où il s'agissait de vivre en autofonctionnement, enfin, j'allais dire en autarcie, donc de tout créer soi-même, etc. Donc ça donne une vision un petit peu moins occidentale de la chose. Quoi qu'il en soit, en fait, chez Gandhi, il y a une grande part qui est beaucoup plus difficile d'accès pour les Occidentaux. Et je ne sais pas si certains ont lu la biographie de Gandhi, mais il raconte assez bien son rapport au jaïnisme. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une branche assez stricte de l'hindouisme. Et c'est là où, par exemple, il y a vraiment l'interdiction formelle de manger de la viande. Et donc dans sa biographie, il raconte le rapport du jaïnisme avec les Anglais qui étaient sur place et qui disaient en fait ils pourront jamais se battre parce qu'ils ne mangent pas de viande. Donc vous imaginez les progrès qu'on a fait sur la réflexion sur les végétariens, mais on en était là à l'époque. Donc Gandhi raconte très bien tout ça. Et c'est aussi la branche où il y a le plus, alors je vais peut-être vous faire peur avec toutes mes notions, le plus de praniques. Alors je ne sais pas si vous connaissez les praniques. Comment dire les choses simplement, c'est les gens qui ne mangent plus et qui ne boivent plus. Alors, je vous renvoie à des documentaires là-dessus. Encore une fois, moi je ne suis pas pranique, j'ai pas fait d'études scientifiques sur les praniques, mais il y a des études scientifiques que je trouve extrêmement sérieuses qui disent qu'effectivement c'est possible. Avant, on parlait des saints, des personnalités saintes, il y en a eu quelques-unes. Comment elle s'appelait Martine Neumann, je vais dire des bêtises donc je m'arrête. Mais et actuellement, vous avez un Indien qui a 80 ans, là, qui a pu manger depuis 30 ans et qui a été testé dans de nombreux hôpitaux. Mais c'est tellement inadmissible que visiblement les résultats sont là, mais ça franchit toujours pas la barre de non, c'est n'importe quoi. Bon. Moi, j'ai un collègue qui pratique le pranisme dur, c'est-à-dire qu'il ne boit pas non plus, et soit de toute façon, il n'est pas mort, donc je peux vous le dire. Mais après, effectivement, j'ai pas fait une surveillance scientifique de mon collègue, donc je vous laisse évidemment libre de votre esprit critique. C'est la moindre des choses, et c'est très sain d'avoir de l'esprit critique vis-à-vis de tout ça. Quoi qu'il en soit, Gandhi était dans cette branche du jaïnisme où il y a justement, c'est la branche de l'hindouisme où il y a le plus de praniques. C'est un petit peu de là que ça vient si on schématise. Et il a été formé à la méditation par Yogananda. Je ne sais pas si vous connaissez Yogananda. Alors, Yogananda, Maharishi, c'est que des noms. Enfin, Maharishi, ça veut dire grand voyant. Yogananda, Ananda,
Yoga, c'est l'union. Ananda, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est des noms, c'est pas leur vrai nom, quoi. Donc il y a peut-être plusieurs Yogananda et plusieurs Maharishi. Moi, je parle de Maharishi Mahesh Yogi et de Yogananda, celui qui a écrit Autobiographie d'un yogi, et qui était extrêmement connu dans les années 20 et 30 en Amérique notamment, mais aussi en Europe. Et donc c'est Yogananda qui a formé Gandhi à une forme de méditation. Et Gandhi était extrêmement spirituel et avait des pratiques qui nous sembleraient bien étranges de notre point de vue occidental. Bon. Et un jour, un journaliste, intrigué par le concept de non-violence de Gandhi, lui disait « Ok, moi je veux bien que dans une manifestation, les gens s'assoient et ne soient pas violents, et du coup que ça provoque chez les autres des réticences à les taper. » Et il dit « Mais n'empêche, imaginez Gandhi, vous vous baladez avec votre gamin et il y a un serpent qui se dresse en mode attaque. Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous savez que les principes de l'hindouisme extrême, c'est non seulement de ne pas consommer d'animaux, mais c'est aussi de ne pas avoir de violence envers les animaux. Donc, pour tous ceux qui ont éclaté un moustique, vous êtes déjà... c'est déjà... non, vous avez déjà dépassé les bornes. J'ai posé à mon collègue Pranik la question des poux à l'école. J'ai dit, tu fais quoi, toi? Voilà, donc c'est une question qui se pose de manière très pragmatique. Et donc la question a été posée de manière très pragmatique à Gandhi, qui vous donnera une réponse qui aura plus de caution s'il l'a dit lui que moi, et qui disait, écoutez, en fait, il ne faut pas avoir peur, parce que le serpent ne vous attaquera pas si vous générez des ondes d'amour. Et là, on est dans autre chose. C'est-à-dire que si vous prenez l'archétype de la non-violence, nous, on pense schématiquement que c'est parce que les gens se désarmaient que les autres avaient quelque part des scrupules à aller leur taper dessus. C'était trop facile. Et nous, on pense code de l'honneur, code de la guerre, des choses comme ça. Et en fait, ce qu'impliquerait ce que dit Gandhi, c'est que non seulement, il y aurait ça, mais en plus, si les manifestants génèrent des ondes d'amour, les autres vont réduire leur capacité à agir de manière violente. Et là, on est dans toute autre chose. Et dès lors, ici, la question cruciale, c'est de savoir si tout à l'heure, on parlait de l'expérience de Washington, donc il y aurait une manière institutionnelle d'essayer d'endiguer la violence, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une manière très humaine de la limiter en générant ce quelque chose dont parle Gandhi, ce quelque chose que génèrent les yogis. Donc qu'en est-il? En tout cas, je me suis posé la question. Je ne dis pas que j'ai la réponse forcément, mais je pense qu'une réflexion dessus s'impose aujourd'hui. Et voilà. Alors, la question que pose cette idée, c'est la question de la culpabilité. En fait, ce que j'ai beaucoup entendu à des séminaires ou des réunions où il était question de ça, c'est des gens qui disaient oui, mais si vous êtes victime de quelqu'un, vous n'allez pas dire que la victime est responsable de ce qui lui arrive, c'est horrible. Et c'est légitime, moi aussi, je me suis dit, mais c'est dégueulasse, finalement, tu te fais péter la gueule dans la rue à Marseille à 14h, alors que parce que je suis marseillaise, ou à la gare, mais vous êtes tout tranquille et imaginez, on vous dit, non, t'as pas suscité suffisamment d'ondes d'amour, c'est un peu de ta faute quand même, tu l'as cherché. Bon, j'aurais du mal à l'accepter. Donc évidemment, c'est une question qu'on peut et qu'on doit se poser, j'ai envie de dire. Et pour comprendre ça, en fait, je dirais que c'est simplement qu'on n'arrive pas à sortir du mode binaire, qui est de dire si on demande à la victime de s'interroger sur ce qui s'est passé, ça voudrait dire qu'on cherche à dire qu'elle est moins victime que ce qu'elle n'est. Et si on passe outre ça, c'est-à-dire qu'on considère que non, une victime c'est une victime et qu'il n'est pas question de remettre en question le fait qu'elle soit fait agresser et que l'autre soit coupable, il y a des schémas très simples, ça n'empêche pas la réflexion. Et la réflexion sereine n'est pas la culpabilité et ne change rien à l'application de la loi et de la justice. Et donc, c'était la question que je me posais et l'exemple qui me venait. Moi, j'ai travaillé sur les pervers narcissiques, je ne sais pas si vous connaissez ça. La perversion narcissique, en fait, c'est des gens qui rentrent dans des relations toxiques, qui entraînent des personnes assez, en général, très gentilles, très aimantes, un profil très, très bien défini. Et elles les entraînent dans une relation complètement toxique où l'autre se sent toujours coupable de tout et finit en dépression nerveuse, alors que l'autre semble charismatique et stable.
Donc c'est un schéma qui existe, hein, à plus ou moins grande... il y a plusieurs cas de figure, il y a toutes les nuances. Et à un moment, donc, j'avais travaillé là-dessus, et je m'étais posé cette question-là, c'est-à-dire que l'idée, c'était si vous définissez... Il y a un profil des victimes des pervers narcissiques. Et en général, donc, je vous ai donné quelques éléments, mais c'est des personnes très gentilles, très aimantes, qui font passer les autres avant eux-mêmes, et qui culpabilisent facilement. Je ne dis pas que c'est un profil, en fait, c'est plutôt des choses qu'on retrouve dans toutes les victimes. Et ces personnes attirent les pervers narcissiques. Mais ça ne veut pas dire qu'elles les cherchent. D'accord ? Il y a une nuance sémantique qui est quand même super importante. Voilà. Et donc, si on part de cet exemple-là, une fois que la justice aura dit, voilà, ce conjoint est un pervers narcissique, ils sont dans une relation toxique et que ça va donner quelque chose sur la loi, la séparation des biens, le mariage, j'en sais rien, une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas la personne qui a été victime et qui est victime, et que la loi a considéré comme victime, la justice considérée comme victime, de se demander qu'est-ce qui, chez elle, a pu la rendre aussi manipulable par ce type de personne. Et elle peut changer la donne sans se sentir coupable. Elle n'est pas coupable, mais il se produit le fait qu'elle attire ces choses-là. Vous savez aussi qu'il y a des cycles de reproduction sur des femmes qui choisissent toujours un conjoint qui a l'air toujours plus gentil, toujours plus aimant, et elles finissent toujours en femme battue. Et bien sûr, il n'est pas question de dire, bah voilà, c'est elle qui donne envie. Bah oui, bien sûr, tout le monde a envie de la taper, c'est normal. Enfin, évidemment, c'est pas la question. Mais en revanche, entreprendre une analyse sereine en se disant, bon, quel scénario j'ai envie de jouer à travers ça, quel scénario malgré moi je joue à travers moi, comment y penser, etc. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez que je pense que le fait de ne pas arriver sur ces questions, de percevoir comme un petit peu perché ces idées qu'on peut générer des ondes d'amour pour éviter d'être attaqué, oui, bon, Gandhi, c'est son aspect hindouiste, spirituel, etc., mais nous, en Occident, on n'y croit pas. Je pense qu'en fait, pour arriver à y accéder, en passant par des exemples qu'on maîtrise, comme la violence conjugale, qu'on maîtrise à peu près sur cette veine-là, de la violence conjugale ou des pervers narcissiques, etc., peut-être qu'on peut comprendre ça, qu'on peut comprendre qu'il ne s'agit pas d'accuser plus la victime, de lui dire tu es moins victime que ce qu'on pense, et plutôt d'inciter à une observation en même temps qu'on règle la chose avec la justice. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a un pendant à la justice et aux institutions. Et tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des forces de l'ordre et ce n'est pas parce qu'il y a une justice qu'il faut s'arrêter à elle en disant « c'est le problème des flics, c'est le problème des avocats, c'est le problème des juges ». On peut aussi réfléchir sur soi et se demander comment nous, quelques victimes qu'on soit, quelque horrible soit le monde, etc., on peut générer aussi, nous, quelque chose de plus harmonieux. Et là, attention, bonjour, on va en arriver à la question de c'est quoi, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et donc, bon, c'est toujours sous forme de questions, parce que loin de moi l'idée de vous dire quoi faire de votre vie, ce serait totalement déplacé. Voilà, alors, du coup, j'aimerais bien vous parler des écrits et des conférences de quelqu'un que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Eckhart Tolle, qui est très connu outre-Atlantique. Mais vous savez que la France est très réticente à tout ce qui touche à la spiritualité, même si elle est à peu près compatible avec le vivre ensemble laïque. Bon, donc Eckhart Tolle, pour faire bref, la petite histoire veut que ce soit un étudiant un peu type Tanguy. Il a étudié, il a fait ses recherches, il a enseigné pendant qu'il finissait d'étudier, des choses comme ça. Et qu'il souffrait beaucoup, il avait des idées noires, il était suicidaire, il était très malheureux. Et puis il raconte une espèce d'expérience mystique où il a connu une dissolution de l'ego, ce qu'il appelle une dissolution de l'ego. Et où, au réveil, toutes ses angoisses s'étaient effondrées et il trouvait une forme d'harmonie parfaite partout. Et donc la petite anecdote Wikipédia, je vous l'ai dit parce qu'elle m'a fait rire, c'est que même dans les embouteillages londoniens, parce qu'il se baladait à Londres, il y trouvait de l'harmonie dans le concert de Klaxon. Alors je trouvais l'anecdote charmante et rafraîchissante, donc je la partage, mais vous voyez l'idée, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il continuait à enseigner, mais c'est court, il était en sciences humaines, quoi. Et au bout d'un moment, c'est plus le personnage qui a intéressé les gens auxquels il parlait que le contenu de ce qu'il disait.
Et il s'est mis à parler de son expérience d'effondrement de Lego, et ça a intéressé tellement de gens que maintenant, à chaque fois qu'il dit un mot, il y a 8 millions de vues par-ci, 5 millions d'achats, de ventes de livres par-là, enfin ça se compte en millions, quoi. Et donc, c'est devenu une personnalité reconnue et qui fait des sommets de la paix avec le Dalai Lama en toute simplicité. C'est une personnalité très reconnue de la réflexion sur la paix dans le monde et son éventuelle possibilité. Voilà. Et donc lui, il a, dans une conférence que j'aime beaucoup, un point de vue, oui, je ne fais pas la parenthèse, un point de vue qui me semble très, très nouveau en fait par rapport à ce qu'on entend traditionnellement en Occident, dans notre paradigme actuel, et qui, selon moi, ne manque pas d'intérêt, mais là aussi, vous êtes tout à fait libre d'avoir en éveil votre alarme critique. Je vous dis quand même, hein, la première fois que j'ai écouté cette conférence, je l'ai arrêtée au bout de 5 minutes, parce que le gars disait, en fait, il ne faut pas m'écouter moi, il faut écouter les espaces entre les mots. Et moi, je me suis dit, ce type se fout de ma gueule. J'ai arrêté l'autoradio. Et puis après, les petites choses que j'avais entendues m'ont travaillé, du coup, je m'y suis remise, mais c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ça a aussi un rythme un peu hypnotique, il vous parle, il y a un côté un peu, enfin moi que je trouve un petit peu gourou, qui me donne envie d'être à nouveau libre de penser ce que je veux, donc je vais faire mes clapets plusieurs fois. Mais au bout de la 3e fois, c'était la bonne, j'ai écouté la conférence en entier. Et sur ce dont je vais vous parler, qui est qu'un tout petit passage de cette conférence, je trouvais qu'il y avait vraiment matière à réflexion. Donc la conférence dont je vous parle, il l'a appelée, donc toujours des titres super bizarres, en présence d'un profond mystère. Donc si vous voulez savoir de quoi il est question dedans, le titre ne vous aidera pas vraiment, puisque c'est mystérieux. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc c'est une conférence qui fait à peu près 2h40. Et à un moment, il dit pourquoi y a-t-il encore autant de haine sur Terre et pourquoi y a-t-il encore autant de guerres? Et vous comprenez que voilà, de notre esprit français des Lumières, quand on entend quelqu'un dire bah voilà, je vais m'attaquer à la question de la paix et de la guerre, tiens, bah moi ça me fait soit sourire, soit rigoler, et au pire balancer la façade de l'autoradio par la fenêtre. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, j'ai fini par me dire finalement ça a un côté un petit peu assez, j'allais dire couillu, mais c'est très malvenu de ma part, donc assez courageux de se lancer dans cette idée, donc qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Et en fait, Eckhart Tolle explique un mécanisme, et je vais vous l'expliquer. En gros, il explique que nos pensées appartiennent au monde matériel autant que les objets. Et en fait, donc il dit c'est plus facile à comprendre par le monde des objets, donc moi je vais commencer par là, et après je vais vous montrer comment il fait le lien. Parce que lui, il n'est pas pédagogue, hein, lui il assène ses propos, donc on a intérêt à être d'accord. Donc je vais essayer d'être plus pédagogue que lui. Toute modestie, bien sûr. Du coup, non, parce que pourquoi pas, tu sais, le mec vend à 8 millions d'exemplaires, moi à environ 70, donc pas millions, hein, 70 net. Donc, qui suis-je pour dire que je vais être plus pédagogue que lui? Mais voilà, donc je vous explique l'idée. En gros, ce qu'il explique, c'est que il y a un pas qui est franchi dès que, petit enfant, vous avez dit c'est mon jouet. En fait, il y a une part de vous qui s'est assimilée à ce qu'il y avait dans la chose. Pas simplement la propriété, mais la chose. Et il dit à l'âge adulte, c'est plus mon jouet, c'est ma BMW. Et le truc qu'il essaie d'expliquer par là, enfin qu'il implique par là, c'est que, en fait, vous avez mis une part de vous-même dans l'objet qui n'est pas juste une possession de quelqu'un de matérialiste, etc. Et ça, c'est un petit peu toute la sémiotique à la Roland Barthes, etc. C'est que dans votre belle voiture, vous avez mis l'image de vous-même que vous voulez renvoyer au monde, vous vous sentez plus puissant ou vous vous sentez plus riche, enfin, vous envoyez des signes extérieurs de tout un tas de choses. Bon, une espèce de sémiotique de la caisse que vous avez achetée. Quoi qu'il en soit, là où il veut en venir, c'est qu'il en va pour ça de toutes les possessions, et vous savez bien que pour 2 personnes qui font faillite, donc qui perdent l'entreprise qu'ils ont créée et donc qui ont plus d'argent et qui doivent vendre leur belle maison et leur voiture, etc. Bah, pour 2 personnes qui sont dans la même situation, il y en a un qui va repartir le lendemain en disant ok, bah voilà, c'est fait de haut et de bas, on y va, on crée, ça se défait, on recrée. Et il y en a d'autres qui vont se suicider en disant voilà. Et ça, c'est vraiment le cas extrême, si vous voulez, symbolique de ce qui est là, poussé à l'extrême, hein, parce qu'il y a tous les intermédiaires. Vous êtes un peu déprimé ou vous faites une dépression, bon, c'est pas censé être facile, hein, mais voilà. Mais celui qui se suicide, ça veut dire qu'il a plus dit cette voiture et cette entreprise sont à moi, possession.
Il a dit « je suis l'entreprise et je suis la voiture ». Et si on enlève la voiture et l'entreprise, je n'existe plus. Voilà, donc c'est la démonstration qu'il fait. Donc ça, c'est sur les objets. Il n'y a pas que la possession dans les objets et les signes extérieurs qu'on renvoie, il y a l'identification aux objets. Et il dit en fait, les pensées sont matérielles comme peuvent l'être les objets. Et il appelle ça les formes pensées. Et ce qu'il explique, c'est que le problème serait que une large partie de nous, dans une large partie de cas de figure, on mettrait de notre identité dans nos pensées. Et là, vu la formation que j'ai pas pu me demander s'il n'était pas en train de nous foutre des cartes par la fenêtre, puisque t'en as un qui dit « je pense donc je suis » et l'autre qui dit « oh, attention, si tu t'identifies à ta pensée, c'est le début de la... c'est le début de la fin ». Voilà, donc là je laisse à ceux que ça amuse autant que moi le soin d'y réfléchir, mais il y a quelque chose d'assez fort avec ça. Bon, évidemment, ce serait l'objet de toute une autre conférence, mais il y a un peu de ça. Je veux dire, à partir du moment où on dit « je pense donc je suis », c'est pas le même lien de cause à effet, mais il y a quand même une forme de rapport à la pensée qui est liée à soi. Bon. Et donc ce qu'il dit, c'est que si on fait la même chose avec les pensées que le gars qui se fait suicider l'a fait avec son entreprise et sa voiture, et si quelqu'un nous dit « tu as tort », ou nous met en échec notre raisonnement, c'est comme s'il nous faisait disparaître nous. Et c'est ce que vous voyez dans les débats télévisés des politiciens. Et du coup, l'idée, c'est il y aurait dans la pensée, à tous les niveaux possibles, vous n'allez pas vous suicider, je vois que quelqu'un vous contredit, mais il y en a qui ne supportent pas, vous en avez déjà croisé. Oui, moi aussi, même moi des fois. Voilà, donc il y a cette idée, parce qu'il y a une part de nous qui s'est identifiée à la pensée qu'on a, et on n'arrive pas à dire, oui, bon, après tout, tous les points de vue sont possibles, voilà, j'en sais rien, c'est ce que je crois aujourd'hui, voilà, on n'a pas forcément cette distance, et donc, par exemple, sur ce que vont faire les enfants de leur vie, ou sur ce qu'on pense en politique, enfin, tout ce genre de choses-là, il y a une part de nous qui dit, mais non, mais tu peux pas penser ça, voilà. Et en fait, lui dit, tout ça, c'est le signe que vous avez fait avec la pensée, ce que vous faites avec les objets quand vous dépassez les bornes, vous avez mis une part de votre être dans votre pensée. Et il dit, du coup, si vous suivez cette progression, vous arrivez très vite à la guerre de tous contre tous, puisque, en fait, si on réfléchit, parce que lui, il reste assez théorique, mais en gros, nous, on dit beaucoup que la civilisation a été porteuse de paix. Et justement, vous connaissez les théories hobbesiennes, donc les théoriciens du contrat, Hobbes et Rousseau, Hobbes disant qu'il y aurait eu un état, donc ce qu'on appelle l'anthropologie hobbesienne, où l'homme était un loup pour l'homme et tout le monde se défonçait, et du coup, au bout d'un moment, ils ont dit, bon, on a tous intérêt à faire en sorte qu'on s'entretue pas parce qu'on veut tous persévérer dans notre être, donc voilà. Et donc, les théoriciens du contrat, c'est le constat, c'est l'idée du constat qu'on ne peut pas continuer à s'entretuer. Et l'idée, ce serait que du coup, la civilisation serait vectrice de paix, parce qu'on penserait tous ensemble qu'on a un intérêt commun qui est la survie de chacun, qu'on partagerait tous à peu près avec autant d'enthousiasme. Dans le genre, rester en vie, ça nous concerne quand même, globalement, on est assez nombreux à se sentir concernés par ça. Bon. Et le truc que je trouve intéressant, c'est que si on lit Tollé, on se rend compte que finalement, tout ce qu'a fait la civilisation, c'était énorme entre nous, mais c'est pas d'avoir enlevé la guerre, c'est d'avoir limité la guerre physique, en tout cas en Occident. Mais si vous regardez au niveau de la pensée, et de l'amour du prochain, plus largement, on n'y est pas du tout. Et du coup, dans l'échange, notre réflexion elle va prendre une tournure politique, ça va être, c'est ça qui m'interpelle en fait. Lui, ce qu'il dit, c'est que de toute façon, tant que la guerre reste à un niveau, la guerre est là, le principe de guerre. Donc, moi, je dis, c'est très bien qu'on soit sorti dans certains pays d'Occident du fait de s'entretuer. Oui, tout est relatif. Mais qu'on soit sorti du fait, je veux dire, on se fait plus égorger au coin d'une rue. Oui, vous me dites, ouais, c'est vrai. Non, mais bon, allez, prenons des périodes terribles. Voilà, on est quand même arrivé à un degré de civilisation qui repose sur le contrat social avec des caméras partout, une justice, des lois et le fait que si tu transgresses, tu peux être embêté. Bon, donc arrivant à créer ça, on pense qu'on est très évolué parce qu'on est arrivé d'aller plus loin que la guerre, le fait de prendre les gens au collet et de se les faire, quoi. Et en fait, ce qu'on peut comprendre chez Tollé, c'est qu'à partir du moment où ça reste au niveau de la pensée, le fait de s'identifier
à l'incarnation, enfin lui par l'incarnation, hein, de s'identifier au monde matériel, la pensée en faisant partie, les formes pensées. À partir du moment où on fait ça, on continue de cultiver le principe de guerre. Voilà. Donc ça, c'est la pensée de Tollé. Et donc lui, en fait, si on pousse plus loin son idée... Oui, alors je finis là-dessus. Vous comprenez bien qu'en fait, du coup, il y a une tournure politique à ce que je dis qui a l'air un truc un peu, je sais pas, au mieux métaphysique, au pire pseudo-spirituel. Mais en tout cas, vous voyez que le principe de démocratie, c'est par excellence le principe de la pensée qui affronte la pensée. Et si on veut que ce soit tenable, il faut miser sur le fait que les gens qui mettent en avant les pensées se soient désidentifiés de leurs pensées. C'est pas très souvent le cas. Et donc on pourrait se demander s'il n'y a pas un effet Janus de la démocratie qui serait à la fois porteuse de paix, parce que plus juste, plus ouverte, mais en même temps gangrénée par le principe de guerre que Tollé met justement au niveau de l'identification à la pensée. Et là, je pense qu'il y a une réflexion intéressante, parce qu'un peu transversale et un peu originale, sur le fait de porter au nu la démocratie. Quoique, dans ce cas-là, on en reviendrait à la phrase de Churchill, je ne sais pas si je vais arriver à la sortir à froid comme ça, la démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Voilà. Et donc là, il reconnaîtrait que la démocratie n'est pas parfaite, loin de là, mais que c'est clair que par rapport à la monarchie, au totalitarisme, à l'autocratie, c'est quand même mieux. Voilà. Mais donc il y aurait possibilité, pourquoi la réflexion se ferait pas maintenant que on est en temps de paix, donc on a le temps de réfléchir un peu, de penser un petit peu à l'harmonie au lieu juste d'être en mode survie. Est-ce que ce serait pas le moment justement de penser l'État démocratique non plus par rapport à ce qu'il a de meilleur par rapport à des systèmes archaïques, mais plutôt de penser une rénovation de la démocratie par la désidentification aux pensées. Et ça apporte quand même autre chose, mais ça pourrait être une tension et un angle critique. Sincèrement, je ne l'ai pas... il y a quand même un schisme pour l'instant, parce qu'on est très tôt dans ces questions de spiritualité, entre ceux qui s'intéressent à la spiritualité et la question démocratique, publique et institutionnelle. Et en fait, je trouve que c'est pas du tout séparé, et que si tu penses l'un, tu es obligé de penser l'autre. Et c'est un petit peu ça que je voudrais amener aujourd'hui, parce que Eckhart Tolle, vous pouvez l'écouter en ligne, ses conférences sont gratuites. En revanche, peut-être l'idée que vous pouvez pas obéir aux lois toute la journée et dire « Ah ouais, Tolle, c'est génial », je pense que c'est une prise de conscience collective qu'on a à faire. Parce que je vois beaucoup de gens, soit très spirituels, mais qui, une fois dans la vie publique, recommencent leur vie comme d'habitude, soit des gens qui sont bloqués dans le paradigme actuel, et qui du coup refusent la spiritualité. Donc je pense qu'il faudrait sortir de cette dichotomie, ça commence à être vieux, quoi. Voilà. Alors, au point où on en est là, on est un peu à un tournant. Donc pour ceux qui s'ennuient, on en est à la moitié. Je mets une petite balise. Voilà. Donc donc là où on en est un petit peu au tournant de la conférence, c'est-à-dire qu'ici, moi je trouve qu'il y a 3 voies de questionnement qui se dessinent. La première voie, c'est « Attends 2 secondes, madame. Est-ce que tu es en train de prôner l'inaction ?» Alors déjà, moi je prône rien du tout, mais moi c'est la question que je me suis posée quand j'écoutais Eckhart Tolle. Comment on concilie les propos d'Eckhart Tolle avec son attitude dans la vie? Et finalement, la question, c'est si on se désidentifie de ses pensées, est-ce que du coup, on laisse passer Marine Le Pen, parce que finalement, elle pense comme elle veut, et puis on générera des ondes d'amour pour la contrer. Vous voyez, ça fait rigoler. Mais voilà, c'est toute la question. Moi, je me suis vraiment posé la question, c'est une question sérieuse. Est-ce que c'est une éthique de l'inaction, finalement? Et moi, je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire là-dessus, parce qu'en fait, il y a des inactions qui sont des actions, et en même temps, jusqu'où ça peut aller, c'est la question. Jusqu'où c'est complémentaire, donc là je vais tout vous spoiler, donc je m'arrête là. Mais c'est la première piste qu'on va explorer. La deuxième, c'est celle que je vous ai annoncée en intro. Est-ce que cette idée, donc on va voir que, oui, je ne vais pas parler de l'ordre du monde implicite chez Tolle. Donc la question, voilà, donc je reprends un petit peu en amont. En fait, ce que Tolle dit, et c'est ce qui fait que il y en a qui résistent à l'écoute de Tolle, parce que justement il emploie les mots âme, il emploie les mots d'incarnation, donc des mots qui impliquent en arrière-plan pas simplement une spiritualité, mais quasiment des religions, en tout cas des pans qui peuvent tendre vers une religion, ou en tout cas une somme de croyances qu'on partage peut-être pas forcément.
Donc pour moi, c'est un petit peu ça qui bloque chez Tollé. Et donc en fait, pourquoi il vous... Donc oui, il a mis le doigt sur ce qui cause la guerre, et je trouve pas ça inintéressant. Mais du coup, qu'est-ce qu'il nous propose de faire? Bon, et ben lui, ce qu'il dit, c'est que il faut faire confiance à une espèce d'arrière-plan du monde qui serait absolument ordonné. Alors là, attention, parce que du coup, on revient presque à du Leibniz. Dans le genre, il y a un ordre du monde, alors chez Leibniz c'était Dieu, ici ce serait pas Dieu, mais tout ce qu'on aurait fait c'est changer le mot. C'est aussi l'idée du grand architecte et de ses substituts possibles. Bon, c'est cette idée-là. Alors, donc là on revient à une idée. Est-ce qu'il y a cet arrière-plan du monde où finalement, le fait qu'on soit tous ensemble au même moment, au même endroit, si chacun suivait sa boussole intérieure pour aller jusqu'à l'accomplissement de soi et à l'harmonie parfaite, est-ce qu'on ne vivrait pas tous dans un paradis terrestre parfaitement harmonieux? Et c'est un peu, là je vous caricature parce que je n'ai pas 100 ans non plus, mais c'est un peu le postulat de Tollé. Moi j'appelle ça la spiritualité néo-leibnizienne. C'est-à-dire, on ne dit pas que c'est Dieu, on ne dit pas que c'est forcément l'âme qui se balade de corps en corps, on ne met pas une doctrine derrière. Cependant, on pense qu'il y a un avant-plan du monde, qui est l'incarnation, le rapport au réel, dont la pensée fait partie, mais qu'on serait bien plus gigantesque que ça, et que, en fait, si on respectait cette espèce d'étincelle que certains appellent âme en nous, que moi j'ai plutôt tendance, quand j'y fais référence, à appeler boussole intérieure. Vous savez, les gens qui sont faits pour la politique, et du coup qui sont là, mais j'ai des enfants, est-ce que c'est horrible de les abandonner? Bon, toutes ces vocations, on peut appeler ça tout simplement la vocation. Donc, est-ce que, comment on fait? Est-ce qu'on fait confiance à cet arrière-plan, à cet arrière-monde? Et Tollé dit oui. Il dit, en fait, dès qu'on se désidentifie du monde terrestre, c'est là qu'on trouve la capacité à pouvoir y prendre une place saine. Alors là, bon, je vous laisserai creuser la question, mais en gros, il dit que si on débranche le mental, ça c'est aussi tout le yoga, etc., toute la méditation, si on débranche le mental, on laisse la place pour ce que lui appelle conscience inconditionnée. L'exemple paradigmatique, c'est imaginer un grand mathématicien, ingénieur ponts et chaussées, ingénieur automobile, enfin le mec c'est une tronche dans tout ce qui concerne les routes et les voitures et les calculs. Et imaginez, je sais pas, un gamin qui s'en fout, qui a 18 ans, qui vient d'avoir le permis. Imaginez-les tous les deux avoir le même accident. Eh ben, c'est pas parce qu'il y en a un qui est super connecté aux ponts et chaussées et aux mécaniques automobiles qu'il va pouvoir, dans l'instant, faire tous ces calculs dans genre, alors, attention, soit un pilier devant moi, l'arbre, la voiture qui avance à 90 km/h derrière moi, si je fais 3 pivots roulés-boulés dans le bas fossé, je risque moi, le mec est mort. Bon. Donc il n'a pas plus de chances de survie théorique que le jeune homme qui vient d'avoir son permis et qui mettons, c'est un littéraire, c'est un poète. Voilà. L'un n'a pas plus de chances de survie que l'autre. Et ce que dit Tollé, c'est en revanche, les deux vont débrancher, et dans certains cas, il y a la conscience inconditionnée qui va se mettre à la place, et qui va trouver dans la personne l'envie qu'elle a de vivre, et c'est ce qui va donner les quelques miracles de la route, où quand on demande aux gens, mais comment t'as fait pour éviter l'arbre, éviter la bagnole, éviter la rambarde, et te retrouver quasiment garé sur le bas-côté, et les gens disent, je sais pas, je ne me souviens de rien. Voilà, et pour Tollé, la conscience inconditionnée, c'est ça. C'est ce qui se met à la place des mécanismes de pensée. Et donc il dit, dans ce cas-là, il vaut mieux lâcher prise, enfin, ça c'est pas un guide pour ce qui vous arrive sur la route, hein, mais l'idée, c'est que dans votre vie, vous serez plus intelligent dans le monde concret en faisant confiance à la conscience inconditionnée qu'en faisant confiance à votre logique et à vos pensées. En gros, c'est ça l'idée, quoi. Bon, son problème, c'est que si tu réfléchis, la conscience inconditionnée, s'il faut que tu te mettes en danger de mort pour qu'elle intervienne, ta vie devient un petit peu périlleuse. Et puis, pour un rescapé de la route miraculé, il y en a 5 autres qui sont morts et enterrés. Donc, forcément, c'est pas terrible. Et donc, en fait, ce que je crois avoir compris, c'est que Tollé cherche à nous faire prendre conscience de ça pour qu'on laisse plus de place à la manifestation de la conscience inconditionnée, pour qu'elle n'ait pas besoin d'aller chercher les seuls moments où on débranche vraiment du mental pour intervenir. Et donc, en fait, la vision de Tollé, ce serait qu'on soit des êtres pilotés par la conscience inconditionnée. C'est un petit peu ça, si je fais vite. Et du coup, vous comprenez que la question, c'est comment trouver la conscience inconditionnée.
Et est-ce que la recherche de cette conscience inconditionnée en soi, de sa boussole intérieure, de ses vocations, qui, si on les pousse à bien, mènerait notre propre harmonie, qui mènerait à l'harmonie de tous, est-ce que tout ça, c'est pas quand même sombrement égoïste? Parce que la personne à côté, il y a des enfants, et par exemple, je vous le disais, de toute façon, la plupart des femmes en sont encore à se culpabiliser là-dessus, j'en ai fait partie il y a quelques années, à se dire, voilà, je sens que je dois faire ça, je peux pas abandonner ma gosse, je vais pas la laisser 2 semaines toute seule, je vais pas la faire garder, machin, elle a besoin de sa maman, bon voilà, des trucs comme ça, alors qu'il y a la vocation. Et on fait des compromis. Et du coup, là, ce serait quasiment extrême, ce serait, ta boussole, elle t'indique, tu y vas. Et s'il faut abandonner tes gamins pendant 4 ans entre les mains de je sais pas trop qui, bon. Et donc, évidemment, ça pose la question de est-ce que ça conduit pas à un vaste égoïsme, une mondialisation de l'égoïsme. Donc, c'est le deuxième point qu'on traitera. Et le troisième point, c'est, si, mettons que ça n'amène pas à une foule d'égoïstes au fin fond de l'individualisme, comment on diffuse tout ça? Et ce que je vous disais aussi en intro, c'est-à-dire, si on a des petits pôles d'harmonie, est-ce que des petits pôles d'harmonie font une harmonie commune? Donc, troisième question, la question de la diffusion d'un vivre ensemble harmonieux au niveau personnel à un vivre ensemble harmonieux collectif. Bon, alors, premier point que je vous ai annoncé, l'inaction apparente est-elle une action réelle? Et là, il y a toute une réflexion qui est faite par Tsvetan Todorov. Je ne sais pas si certains sont de grands lecteurs, mais je suis fan. Donc, Tsvetan Todorov, qui est mort en 2017, c'est un penseur qui a traversé tout le XXe siècle. Et en 2017, donc, a été publié son dernier écrit, qui est extraordinaire, et qui s'appelle Insoumis. Et dedans, il fait une galerie de portraits des personnes qu'il admire le plus. Donc, il y a Germaine Tillion, il y a Etty Hillesum, il y a Mandela, il y a donc de grandes personnalités qui voilà. Et la réflexion qui conduit à travers ces portraits, c'est comment réagir quand on se prend l'histoire avec sa grande H, je reprends l'expression de Pérec, en pleine gueule. Donc Etty Hillesum, c'est une jeune femme qui était juive dans les Pays-Bas pendant la Shoah. Nelson Mandela, il était un petit peu trop noir, un petit peu à un endroit où il fallait pas être un petit peu trop noir au moment où il le fallait pas, et où c'était super difficile, et ainsi de suite, quoi. Ça finit avec le portrait de Snowden, donc l'hypersurveillance et la dénonciation de l'hypersurveillance, qu'est-ce que ça donne? Donc il fait cette galerie de portraits, et en fait, je sais pas si vous connaissez un peu la pensée de Todorov, mais il est contre le manichéisme, et pour moi c'est un néo-humaniste, bon. Il est contre le manichéisme, c'est-à-dire qu'en gros, il est pour qu'on arrête, c'est ce qu'il appelle la tentation du bien, pour qu'on arrête, on mette fin à la tentation du bien, c'est ce qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale, de dire il y a eu les bons et il y a eu les méchants. Et cette espèce de façon de dire avec l'histoire, le temps aidant, toute personne qui ne s'est pas engagée dans la résistance est forcément coupable, des choses comme ça. Bon. Et lui a beaucoup milité contre ça, après, dans les dernières décennies notamment du XXe siècle. Et du coup, au lieu de donner une réponse donc sur qu'est-ce qu'on fait quand on se prend l'histoire dans la tête, il fait une galerie de portraits et il montre ces personnages, comment, à différents moments de la vie, on réagit différemment en fonction des fluctuations de l'histoire elle-même. Et ce qui m'a intéressé, c'est que par exemple, il montre Etty Hillesum, donc cette jeune femme des Pays-Bas qui était juive, et qui était juive pendant, qui a laissé des écrits et une correspondance, donc un journal intime en quelque sorte, et une correspondance dans les années 40, 41, 42, et qui a été déportée et qui est morte en déportation avec sa famille, comme l'ensemble, une grande partie de sa famille. Et il montre qu'au début, donc dans ses écrits, on voit qu'elle avait décidé de ne pas se laisser atteindre par la haine que suscitaient les nazis. Donc c'est une juive qui le dit, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, c'est pas ceux qui à peu de frais disent oui, non, moi, voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était dedans, directement concerné par toutes les lois qui étaient mises en vigueur, de vexation, d'interdiction, de couvre-feu, d'impossible diplomation, donc qui était la première victime de ça, et qui disait je ne me laisserai pas gagner par la haine des nazis, et qui surtout, ça c'est le point d'ordre de Todorov, refusait de voir les nazis comme des barbares. C'est ce qu'a fait Germaine Tillion aussi avec la guerre d'Algérie. Je ne sais pas si vous avez lu les ennemis complémentaires ou si vous avez vu ce qu'elle a fait. Elle disait, qu'est-ce que c'était sa phrase, je ne sais plus, mais en gros, la communauté humaine n'a pas de drapeau. L'individu transcende la catégorie, c'est-à-dire un individu est peut-être
un terroriste, mais l'individu transcende la catégorie. Qui est-il? Que fait-il? Et il y a toujours moyen de parler. C'est ce qu'a fait Mandela aussi, c'est ce que raconte toujours Todorov. Il raconte qu'en fait, il a découvert dans la prison où il était en état d'arrestation, il resté super longtemps en prison, que ses gardiens pouvaient le respecter. Et donc, il est sorti du schéma de la bipartition. Et au sortir de prison, il a accueilli le représentant de la pensée de l'apartheid, là, et il a accueilli, comment on dit, plus que poliment, je veux dire humainement. Et il lui a parlé d'humain à humain. Et donc Todorov cultive cette idée que, en fait, par exemple Mandela, il a commencé par une action musclée, et il s'est arrêté en chemin, et il est arrivé à éviter une guerre civile en Afrique du Sud, ce qui était... il n'y a que lui qui pouvait faire ça, en gros, à l'époque où ça s'est produit. Bon. Voilà. Et donc, je trouve que c'est une réflexion très intéressante, parce que cette inaction apparente qui est, vous savez, dès qu'il y a des séminaires, comme ça, on dit le détachement par rapport aux choses, ne pas s'identifier au matériel, etc. Mais n'empêche, quand il arrive un pépin à vos enfants, vous saignez du cœur, du ventre, enfin, vous avez les tripes à l'air, quoi. Donc, il y a quand même, enfin, tout le monde sait qu'il y a des degrés à tout ça. Et voilà, donc ce détachement, un penseur comme Todorov pense que c'est aussi, on est peut-être même, à travers certains portraits, hein, parce que voilà, mais on est peut-être même plus dans l'action sans être dans l'action telle qu'on la considère dans le monde occidental, voilà, enfin je sais plus comment est fichu ma phrase, mais en gros on peut être dans ce qui peut paraître comme de l'inaction tout en étant pleinement dans l'action. Et c'est ce qu'a fait, enfin c'est l'exemple Mandela. L'exemple est Il Sou, mais l'exemple inverse. C'est-à-dire qu'elle a commencé par dire, voilà, je vais cultiver mon intériorité, le monde extérieur n'aura pas de prise sur moi, donc presque une vocation de sainte. Moi, quand je lis ses écrits, j'ai l'impression qu'elle aurait pu avoir une vocation spirituelle très forte. Et au bout d'un moment, elle change de point de vue, et elle commence à plus s'engager, donc elle prend soin des gens au camp de transit, et elle dit que finalement, elle conçoit qu'on puisse prendre les armes. Voilà. Donc, je vous dis ça pour pas vous dire faire de Todorov ce qu'il n'est pas. Mais lui envisage des cas de figure, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le cas de figure où l'inaction n'en est pas une, finalement. Donc, je voulais montrer ça parce que, autant quand on parle de Maharishi ou de Eckhart Tolle, on n'est pas dans les penseurs occidentaux, autant quand on en vient à Todorov, je veux dire, voilà, c'est pour vous montrer, Morin, Todorov, il y a tout un néo-humanisme, Antelme, tout un néo-humanisme qui a ça de la spiritualité, en fait, et qui le met peut-être pour certains plus en termes acceptables que dès qu'on dit âme, il y en a qui sortent les couteaux. Donc, voilà. Alors, donc c'était la première idée. Et ensuite, donc, j'en viens à cette question de l'égoïsme. Et je vais prendre l'exemple de Guylaine Langto. Je ne sais pas si certains connaissent. Alors, c'est un sacré personnage. C'est donc une... je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Enfin, quelqu'un qui a fait une carrière dans je ne sais plus trop quoi, mais qui maintenant est conférencière, écrivain, enfin, bon... Et oui, elle était, je suis idiote, elle était médecin puisque c'est elle qui a, elle s'est pris l'ordre des médecins dans la tête. Elle était phlébologue et comme elle a dénoncé ce qu'elle a appelé la mafia médicale, donc là encore, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, hein, mais comme elle a dénoncé la mafia médicale, elle a eu des procès, elle a perdu son statut de médecin et en fait, elle a commencé à diffuser ses idées. Elle est au Canada. Et en fait, donc elle a fait beaucoup de conférences et dans une de ces conférences, elle pose cette question-là, celle de l'égoïsme, et elle raconte sa vie. Et elle raconte que voilà, jusqu'à ses 40 ans, elle avait suivi le chemin qui était celui du compromis entre la vocation et ce qui se passe autour de nous. On a, certains ont des parents vieillissants, des conjoints malades, des enfants qui ont besoin de nous, enfin ça concerne tout le monde à tout âge de la vie. Et puis à un moment, donc, elle est sur le concept de santé illimitée, enfin elle est sur l'idée de qu'est-ce que la santé, etc. Et elle a commencé à ouvrir des cliniques. Ces cliniques ont commencé à avoir du succès. Et elle s'est retrouvée à un moment où elle avait 4 enfants pas très grands, et la possibilité d'aller en Amérique fonder des cliniques. Et du coup, évidemment, il y avait tout ce conflit de la vie familiale et de la vie active. Et en fait, elle a fait l'acte extrême de suivre la vocation en misant en gros sur cet arrière-plan du monde qui est censé tout remettre en ordre. Et elle dit que en fait, ce qu'elle a découvert de ça,
c'est que les parents et les enfants ont les mêmes problématiques, en fait pas les mêmes, ont les problématiques complémentaires. Je ne sais pas si certains sont allés fouiller dans des écrits qui sont un petit peu moins avouables, mais sur les questions de comment les enfants choisissent leurs parents, je ne sais pas si certains ont entendu parler de ça, mais il y a une idée diffusée dans pas mal d'écrits de spiritualité qui disent que, donc évidemment qui présuppose la croyance en la réincarnation, hein, ce qui n'est pas un présupposé qui va de soi, mais qui dit que les enfants choisissent leurs parents, non pas parce que c'est là qu'ils vont trouver le plus d'amour ou le plus d'accompagnement, ou c'est là qu'ils vont être le plus heureux, ou qu'ils auront le plus d'aisance matérielle, ce qui fait un monde injuste où il y a les nantis et les pauvres, que ce soit sur le plan de l'amour ou de l'aisance matérielle. L'idée, ce serait que les enfants choisiraient leurs parents parce qu'ils arrivent avec des choses à faire dans cette vie-là, et que pour être obligés de les faire, il faut qu'ils rencontrent des résistances, il faut qu'ils... Donc, vous savez que les choses qu'on fait, enfin, là je dis une banalité, mais les choses qu'on fait avec le plus de conviction, c'est celles qu'on nous a empêchés à faire parce qu'on est sûr de vouloir les faire. Ceux qui ont épousé des conjoints dont la famille ne voulait pas, savent de quoi je parle. C'est pas mon cas, ça aucun moment on regarde. Voilà. Mais c'est ce genre de problématique. Si vous êtes sûr, c'est le principe Roméo et Juliette. Si c'était pas vraiment aimé, ils auraient peut-être dit ouais bon à un moment je vais épouser celui que me propose ma mère et puis voilà. Donc c'est un petit peu l'idée. Et du coup l'idée Ghislaine Langto qui elle parle de personnocratie, qui est un mot que j'aime beaucoup parce que ça rejoint toute une philosophie anarchiste, une veine seulement de l'anarchiste, hein, parce qu'il y a des anarchistes que j'aime pas du tout, mais qui est dans l'idée, cette idée que si vous suivez vraiment rigoureusement votre boussole intérieure, vous ne pouvez pas nuire. Voilà. Et donc l'idée, ce serait que elle s'est barrée pendant 4 ans pour aller faire ses cliniques en Amérique, et en fait la souffrance de ses enfants leur ont fait découvrir des choses qu'ils n'auraient pas pu mettre sur la table suffisamment tôt ou de manière suffisamment claire, et qui avaient besoin de sortir chez eux. Bon, alors je mets quand même un petit garde-fou. Il est question d'authenticité là-dedans. La question de dire, bon écoute ma chérie, maman se barre parce que ce soir elle a gala et que franchement elle en a besoin pour que tu sois heureuse. Ton malheur, c'est dans ton karma, hein, c'est ce qui va te permettre de grandir. Donc évidemment, il y a des parents qui font ça, il y a des caricatures dans des séries américaines qui sont à mourir de rire. C'est évidemment de la caricature, donc évidemment c'est beaucoup plus facile à dire en principe qu'en réalité, et ça s'accompagne dans une perspective individuelle d'énormément de doutes. À quel point je suis sincère avec moi? Est-ce que c'est ma boussole intérieure qui parle? Quand est-ce que c'est au niveau émotionnel? Il y a des gens, vous avez envie de les buter. Enfin, voilà, mais c'est au niveau émotionnel. C'est parce que vous voulez la place qu'ils ont au boulot. Mais vraiment, au plus profond de votre être, vous ne voulez pas leur mort. Concrètement, ça vous apporterait plus de culpabilité et de problématiques que d'obtenir ce boulot. Tout le monde le sait. Donc, mais il y a tout ce travail de distinguer le plan émotionnel du plan profond. Bon, et ça, c'est évidemment, nous on parle évidemment du plan profond qui implique déjà 12 ans de psychanalyse et 14 ans de self-development. Donc on n'est pas évidemment dans quelque chose qui se fera demain comme ça, mais au moins pour l'idée, il y a cette idée que, voilà, là on va pouvoir toucher du doigt cette question que dans une façon d'être individualiste, ça peut conduire à une forme d'humanisme. C'est ça le titre provocateur que j'avais en disant, enfin la manière de dire, l'expression provocatrice, qui était l'individualisme est un humanisme. C'est-à-dire qu'en fait, si vous pensez à vous pour vous faire plaisir au détriment des autres, évidemment on n'est pas là-dedans. Mais si l'idée c'est d'essayer de vous dire que si vous commencez par la cellule, c'est-à-dire vous, du tissu social, et que vous en faites quelque chose d'harmonieux, vous allez cultiver une harmonie plus grande par tous les moyens qu'on va voir plus tard, au lieu de se dire que vous êtes un gros égoïste et que vous allez faire pleurer beaucoup de gens. Voilà. Donc, voilà pour ce point-là. Et du coup, vous comprenez que la phrase « la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres », elle est certainement vraie sur le plan plus évident qu'on voit immédiatement. Hein, vivre ensemble, voilà, tu brûles un feu rouge, tu prends quelqu'un, personne n'est gagnant. Mais pour ce qui est de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de quasiment spirituel, il y aurait une idée que la liberté des uns contribue à la liberté des autres. Et ce qui m'a fascinée, c'est que donc certains savent peut-être que je bosse à l'IEPDEX,
donc avec des étudiants qui font beaucoup d'économie. Et j'entends tout le temps ressortir cette idée de main invisible, que j'avais déjà entendue en philosophie en prépa, la main invisible dans l'économie par Adam Smith, je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Et j'avais pu repenser, j'avais travaillé en prépa, quoi, comme tout le monde, et quand mes élèves se sont mis à en reparler, j'avais fait toutes ces recherches-là. Et je me suis dit, c'est quand même fou que dans la discipline économique, qui est quand même sur l'éventail disciplinaire assez loin de tout ce qui est spiritualité, etc., on retrouve cette idée qui est au cœur des conférences les plus perchées d'écartelés, où il y a cette idée que l'intérêt individuel sert l'intérêt collectif. Et cette idée de main invisible, l'expression main invisible, est complètement fantasmagorique, hein, une main invisible au-dessus des marchés, voilà. Et donc, je voulais juste vous partager cette prise de conscience que, voilà, cette idée, quand on dit que cette main invisible, donc sa traduction, ça a été que l'intérêt de l'un fait l'intérêt de l'autre, alors qu'on pourrait croire tout ce qu'on voit là, la concurrence à vide, qu'il s'agit de bouffer son prochain, d'accumuler plus de biens que l'autre. La vision Adam Smith, c'est une vision assez spirituelle qui dit qu'il y a une espèce d'ordre profond, là, un arrière-plan, voilà. Donc je voulais juste vous faire constater ça, que c'est parfois dans des endroits les moins mystiques qu'on retrouve des concepts qui rencontrent bizarrement la spiritualité la plus inaudible pour certains. Problème. Donc j'en arrive à mon dernier point, qui est la question de la diffusion de l'harmonie. Donc là, on en est au fait que l'individualisme serait peut-être un humanisme si on fait preuve de bonne foi et d'authenticité et qu'on a fait 12 ans de psychanalyse et 14 ans de pratique yogique. Bon. Maintenant, une fois que vous êtes certain une fois qu'il y a cette idée qu'en allant au bout de vous-même, vous n'allez pas générer des pleurs, des angoisses, des sanglots, mais que vous allez contribuer à l'harmonie des autres et à cette quête-là, comment on peut penser que cela s'étende au-delà, on va dire, de la cellule familiale, quoi. Parce que les problématiques individuelles vont rencontrer les problématiques de vos proches, mais à moins de reprendre l'expérience de 1994 à Washington, on n'est pas tous là à se dire, ce faisant, je génère des ondes d'amour, comme disait Gandhi, et donc je contribue à la paix dans le monde. Ce serait même peut-être un petit peu une version qui manquerait peut-être un petit peu d'humilité. Alors, du coup, je vais parler de ces idées de diffusion, et j'en vois 3 moyens. La première, ce serait celle de l'extension, à la manière de... Donc, suivant le modèle, qui reprend un petit peu... Voilà, avant de dire qui reprend un petit peu, je vais faire ce modèle. Donc, l'individu, ce qu'il fait s'étend à son conjoint, ce qu'ils font ensemble s'étend à la famille, et la famille, pour reprendre la phrase tellement reprise de Rousseau, n'est-elle pas à la base de toutes les sociétés? Alors lui, il le dit pour dire tout autre chose que ce que je dis moi, mais il y aurait une espèce de contamination, qui serait l'élargissement du cercle. Ensuite, il y aurait le principe d'imitation, c'est-à-dire que, donc ça, il y a 2 idées là-dedans. On va retrouver quelques idées du phalanstère de Fourier, on en reparlera, et quelques idées aussi du désir mimétique, qui sont pourtant tout à fait lointaines dans l'histoire de la philosophie. Donc, par l'imitation, ce serait, je ne sais pas si ça vous arrive quand vous êtes célibataire, d'aller dîner chez un couple très soudé, ça fait envie. Hein, voilà. Donc, il y a cette idée d'imitation, le fait de voir l'harmonie à quelqu'un va mettre le doigt en vous sur une place vide ou une petite pousse qui demande à grandir. Donc, il y a cette volonté d'imitation qui peut avoir un impact. Il y a aussi, donc, quand on demandait... Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Charles Fourier. Alors, Charles Fourier, il a été considéré comme socialiste utopique. Le socialisme utopique étant, le mot utopique étant pour porter préjudice à la pensée développée. Hein. Donc, en fait, le gars a pas dit, moi, je fais du socialisme utopique. Hein. Faites pas gaffe à ce que je dis, c'est utopique. C'est plutôt ses contradicteurs qui ont dit, voilà, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Bon, alors qu'en fait, il y a quand même toute une source assez jubilatoire dans ce qu'il dit. Et lui avait proposé un modèle de phalanstère. Alors, rien de phallique là-dedans. Phalange, c'est le rectangle, quoi, donc ça veut dire l'unité. Donc. Et lui voulait constituer des petites unités dans lesquelles, alors il avait inventé tout un système dont je vous passe les détails, mais qui contribuait à une vie harmonieuse avec, donc chacun faisait la tâche, pouvait changer de tâche, il n'y avait pas un métier à vie, lui cultivait l'amour libre, donc du coup à l'époque où c'était société bourgeoise oblige, c'était pas un modèle qui a pris tout de suite, hein, voilà. L'échelle que le phalanstère lui-même disait que ça allait se diffuser justement par imitation, par capillarité, ce genre de choses.
J'ai parlé de René Girard aussi parce que le désir mimétique est là. Et ce qui m'intéresse, c'est que chez René Girard, le désir mimétique, c'est que vous voyez quelqu'un désirer quelque chose, vous le désirez à votre tour, et lui il dit bah ça crée la crise mimétique dont on ne peut sortir qu'avec un bouc émissaire. Et en fait, ici, là je m'amuse avec l'histoire de la philo, mais ce serait quasiment une idée de principe mimétique sans crise mimétique. Puisque chacun suivrait absolument une vocation qui ne lui est que propre, qui ne serait pas universellement viable comme, je sais pas, le succès ou la fortune, voilà, mais qui serait la sienne propre, les défis qu'il a relevés dans sa propre vie. Et du coup, ça créerait à l'autre l'envie de développer ce principe dans sa propre vie, mais ça n'aboutirait pas à une crise mimétique parce qu'ils n'auraient pas la même vie, puisque ce ne sont pas la même personne. Donc voilà comment ça pourrait être perçu. Et ensuite, il y a un principe qui est assez mystérieux, qui est celui des mutations par cumul. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça. Alors j'avais vu ça dans un documentaire animalier, donc accrochez-vous, hein. On ne pourra pas dire que les références n'étaient pas variées. Donc dans ce documentaire animalier, il montrait que, alors je crois que c'était des iguanes, bon peu importe. Il y avait des iguanes d'un côté de l'Atlantique et des iguanes d'un autre côté de l'Atlantique. Et les iguanes d'un côté de l'Atlantique avaient trouvé une manière de, je sais plus quoi, aller dans l'eau sans, ou de nager ou je sais pas quoi. Et de l'autre côté de l'Atlantique, ceux qui n'avaient pas trouvé ça ont développé des pattes plus palmées. Enfin, c'est des choses comme ça. C'est connu aussi mais ça devient une légende urbaine sur le savoir-faire des singes. Il paraît que dans des groupes de singes, s'il y en a un qui trouve une technique révolutionnaire pour défoncer une noix de coco, et ben, il se peut qu'à 10 000 km de là, s'ils sont très nombreux à 10 000 km, donc au point d'origine, à pratiquer cette chose-là, et ben, ça va se faire comme par contamination. Voilà. Alors, je vous épargne les idées de champs morphiques, etc. On pourra en parler dans une autre conférence. Ça rejoint les fantômes familiaux. Il y a toute une idée d'un champ comme ça qui unierait les êtres au-delà de la simple proximité. Et évidemment, certains voient dans la physique quantique où dès que les particules se sont rencontrées, elles continuent d'interagir sans cesse, une visualisation de ça. Mais il faut être prudent avec les simplifications faites sur la physique quantique. Donc je conclus. Je conclus en disant qu'avec tout ce que je vous ai dit, il ne serait pas inintéressant de concevoir une voie dans laquelle l'individualisme serait un humanisme. Je dirais aussi qu'on pourrait réfléchir à un vivre ensemble où il y aurait une veine qui se développerait selon ce que j'appelle une permaculture de l'être. Alors je ne sais pas si vous êtes au point sur ces questions-là. C'est de créer donc la permaculture, c'est d'essayer de faire interagir les plantes avec ce qu'elles ont de spécifique. Et en fait, les aspects spécifiques des unes servent les intérêts spécifiques des autres. C'est assez hallucinant. En ce moment, il y a un documentaire sur les arbres qui parle de tout ça. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Et c'est là que je pense que maintenant, avec tous ces éclairages, on peut comprendre ce que je veux dire par parler d'un ordre social chamanique. Je ne veux pas dire avec un chaman qui serait là à vous envoyer des formules bizarres, avec des décotions étranges, avec la caricature qu'on en fait en Occident. Ce que j'appelle un ordre social chamanique, ce serait que chacun cherche l'harmonie individuelle dans son inscription pour l'harmonie collective. Et j'insiste pas parce que c'est une conclusion, mais il y aurait tout un pan de la réflexion qui pourrait être mené sur le fait que cette idée ne nous est pas étrangère, puisqu'on a quand même ancré dans notre inconscient collectif l'idée du cosmos grec, du gnotis éotone, du chacun à sa place, les actes d'hubris. C'est ceux qui mettent en péril l'ordre du monde parce qu'on n'est pas resté à sa place, on a changé de place. Le médecin qui, au lieu de soigner, se met à empêcher les gens de mourir. Le roi terminé donc, je dirais que je parlerai des institutions et je dirais que je ne pense pas que cette vision des choses, un peu nouvelle quand même, soit contradictoire avec les institutions. Je ne sais pas si certains sont familiers des troglodytes de Montesquieu dans les lettres persanes, où un vieillard à qui on demande d'être roi se met à pleurer parce qu'il dit aux troglodytes qui vont s'avilir en attendant que les ordres viennent d'en haut au lieu de les chercher en eux. Je ne pense pas que les deux ne puissent pas s'articuler pour ma part. Et je terminerai en disant que je suis convaincue qu'un apaisement collectif a de toute façon à voir avec un apaisement individuel. Bon, c'est pas très innovant, hein, ça je vous l'accorde, mais que travailler à une vie en harmonie, cet individualisme qui serait un humanisme, n'est selon moi pas égoïste ni futile, mais constitue bien un acte politique. Je vais vous laisser tranquille là-dessus. Voilà.